Bonjour. Bonjour. Dis-moi, on a parlé des gentils dernièrement, des personnes gentilles. Évidemment, il y a une différence à faire entre la gentillesse dont on a dit qu'elle était l'expression de la neutralité et la bonté qui, elle, est l'expression de l'amour. Alors, si je comprends bien, on peut donc exprimer la bonté d'une façon rébarbative. Mais alors, qu'est-ce qui l'empêche d'être exprimé d'une manière gentille? Tu vois? Oui, oui. Donc cela voudrait dire qu'il faut absolument côtoyer des gens désagréables et être soi-même antipathique. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais ça veut dire à un moment donné que la bonté ne se décèle pas simplement par une attitude gentille, comme on pourrait dire, ou qu'elle n'est pas exempte de présence, tout simplement parce qu'il y a un côté rébarbatif, etc., etc., etc. Il y a des personnages, des grands maîtres de musique ou de peinture qui sont des personnages vraiment qualifiés. Un homme comme Léonard de Vinci, par exemple, c'était quelqu'un de très qualifié, mais il était insupportable d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire qu'il était rigoureux sur des horaires, sur des choses à régler. Par exemple, je vais te donner un exemple parce que ça vaut la peine. Il donnait des cours de dessin, de peinture, et il y avait un écolage à payer qui devait être payé tous les temps mettons, les 30 du mois. À 9 heures le matin, tous les élèves venaient et payaient leur cotisation. Il ne supportait pas si quelqu'un venait soit en retard ou venait sans l'argent. Là, c'était le jour J et il fallait y arriver pile à l'heure. Bon. Par contre, si tu n'avais pas l'argent pour payer les cotisations, tu pouvais venir le soir avant chez lui les emprunter, c'était pas un problème. Il te les prêtait, mais il fallait être à l'heure à ce moment-là, voilà. Donc, tu vois, c'est des espèces d'exigences qui apparaissent ridicules à un certain endroit, mais il y a un moment donné, il y a une rigueur chez quelqu'un qui peut pas ne pas manifester, mais ça l'empêchait pas d'être un maître. Voilà. Par exemple. Oui, oui, je comprends. À présent, le fait d'être gentil n'est pas non plus dans son attitude, c'est-à-dire avec beaucoup de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Des choses, tout se passe un peu sans heurte, sans bruit, tout se passe. Ça se peut aussi, tout ça. Oui. Ça, c'est sûr. Il y a des personnages qui peuvent manifester la bonté sous toutes les formes, y compris avec une telle délicatesse, on pourrait dire une telle gentillesse, jusque dans le moindre des mouvements. Alors bien sûr, c'est pas à confondre avec le gentil qui correspond à la neutralité, où il est d'accord avec tout le monde, mais en réalité, il est d'accord avec personne, il n'est même pas d'accord avec lui. Oui, oui, il y a quand même une nuance à faire, là. Ah ben, la nuance, elle est telle que c'est un petit peu la même nuance qu'il y a entre l'indifférence et le détachement. Oui. Voilà, on parle toujours dans le cadre traditionnel qu'il faut arriver à se détacher, il faut arriver au détachement. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver au détachement, il faut commencer par être attaché, hein, et donc il s'agit donc en aucun cas d'une indifférence. Pour celui qui est indifférent, il a l'air détaché, mais en réalité, il n'est pas du tout dans l'histoire, il est exactement à l'envers. En fait, il faut se sentir concerné, quoi. Ah ben, bien sûr. Bien sûr, alors quand on parle des gentils, c'est ce côté péjoratif de ce que représente cette espèce de passe-partout, voilà, personne n'a d'histoire avec personne, bon, ben, mais il n'y a rien ni de bon ni de mauvais non plus. Oui, oui. Tu vois? C'est ça, c'est la neutralité, c'est les neutres. Oui, les tièdes.
Voilà, c'est les neutres. Alors tu me diras, voilà, qui suis suisse, je pourrais. Comment est-ce que je parle des neutres alors que la Suisse a toujours parlé d'être neutre, etc. Oui, mais toi, t'es pas un Suisse, toi. Je représente la neutralité en quelque sorte. Non, mais je veux dire par là, cette neutralité, elle est justement, on voit bien, l'anguille sous roche. Ouais. Moi, la Suisse est un pays neutre, d'accord. Allons-y comme ça, tu vois, mais je veux dire par là, c'est pas ça être en dehors du conflit. C'est pas ça du tout. C'est pas avoir réalisé la dimension des choses de manière à être extirpé du conflit, on pourrait dire en quelque sorte. Tu vois, c'est-à-dire avoir enjambé ce conflit. Pas du tout, tu es en plein dedans. Si ça se trouve, tu peux être exactement à l'origine du conflit. Oui. Mais en fait, on est neutre en surface. Ben, bien sûr, il n'y a pas de position neutre possible dans un monde où il y a une polarisation aussi prononcée. Oui, parce que viscéralement, on est obligé d'être concerné par une chose ou par une autre. Voilà. Il ne faut pas confondre un androgyne, par exemple, avec un hybride. C'est-à-dire qu'un ne ressemble à rien, il est ni l'un ni l'autre, puis l'autre, il est les deux ensemble. Ah oui, très bien, bonne image. Il ne faut pas confondre ça. Ouais, tout à fait. Alors que ça peut apparaître peut-être comme tel, a priori c'est possible, hein, mais ça ne tient pas longtemps d'analyse, parce que ça se voit quand même tout ça, tu vois. En fait, la gentillesse n'est pas le gage de la bonté, c'est ça en fait qu'on veut dire là. Voilà, c'est en plus, je ne dirais pas même la gentillesse, je parle du gentil. Quand on dit quelqu'un qu'il est gentil, et c'est pas un gage, en quelque sorte, de bonté. Voilà. Et c'est en général plutôt vu d'une manière péjorative, parce qu'on considérait les gentils comme étant justement les tièdes. Oui, mais dans la société actuelle, il y a cette connotation-là, hein, quand on dit trop bon, trop... Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça sous-entend aussi ça, hein? Oui, ça sous-entend ça d'une certaine manière, mais disons peut-être d'une autre façon. Dans le sens que ça veut dire que quelqu'un qui est trop gentil, en général, il dit ça pour lui, il dit pas ça pour les autres. Il estime qu'il est trop gentil, puis que de ce fait-là, il se fait torpiller, posséder par les autres parce qu'il est trop gentil. Voilà dans quelle situation, en général, on dit ça. C'est vrai que la gentillesse peut être perçue pour de la faiblesse. Ben, elle l'est, de toute façon, à partir de là, tu comprends? Ouais. Pas compliqué. Si c'est pas de la bonté dans le sens réel du terme, c'est que c'est effectivement une faiblesse. Qu'est-ce que tu veux que je sois d'autre? Alors, cette histoire d'affectif, là, trouver quelqu'un de sympathique parce qu'il y a quelque chose d'affectif. Explique-moi, tu m'avais expliqué tout à l'heure. Ah ben, le côté affectif, ça dépend comment on l'entend. Attends, il faut que je pose la question. Alors, quelle question? Est-ce que l'aspect affectif qui fait que tu vas estimer que la personne est gentille ou pas, qui va faire que tu as des atomes crochus ou pas avec telle ou telle personne, est-ce que cela est quelque chose qui a une valeur? Là, c'est en général ce qui se produit. Toi, d'ailleurs, ça me rappelle la phrase que j'ai déjà dite concernant Richelieu quand il disait « Seigneur, protégez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge ». Ça veut dire qu'on est dans un état de précarité quand on est dans je dirais pseudo-amitié, j'y reviendrai là-dessus. Mais c'est tout simplement, c'est que en général, on associe des faiblesses. On se fait amis, et c'est souvent actuellement des couples qui se marient, ils marient leurs faiblesses, en somme. Oui, on en avait déjà parlé une fois. Voilà. Et c'est là où il y a quelque chose qui, dans l'affectif, ne peut pas être... on ne peut pas prendre l'affectif comme étant un critère d'une valeur autre que ce que ça représente, c'est-à-dire une attache qui peut se produire pour une raison ou pour une autre, mais qui en soi ne détermine pas du tout quelque chose qui nous amène vers la lumière ou vers l'obscurité, nécessairement, absolument. Alors comment... Pardon. Ouais. Et alors comment faut-il entendre le fait que Dieu ait mis l'amour entre l'homme et la femme? Ben, parce que de toute façon, il y a aussi plusieurs formes d'amour, tu comprends là.
C'est l'amour qui reste actuellement, qui est un amour sentimental avec une attraction physique ou de cette espèce de, comment est-ce qu'on dit, tout d'un coup, on a trouvé quelqu'un avec qui on a les mêmes pensées, les mêmes idées. Foudre. Oui, il y a le coup de foudre, plus ou moins rapide, plus ou moins prononcé. Mais tout ça, c'est pas que ça n'a pas de valeur du tout en soi, mais en général, c'est pas un critère pour se marier, ça. Oui, d'accord. Tu comprends? Les critères pour se marier, à une certaine époque, on en a déjà parlé, les gens se mariaient par rapport à des affinités profondes, qui vont au-delà de considérations d'ordre sentimental ou de sensations, qui dépassent donc le monde sensible, c'est-à-dire que ça touche directement la nature profonde de quelqu'un, c'est-à-dire sa propre vocation. Oui. Et c'était en vertu de ça, de ces vocations, de ces choses-là, où on retrouvait à un moment donné le personnage correspondant à l'autre et où ils allaient s'épauler véritablement pour parcourir le chemin qui consiste à nous amener vers notre primordialité. Remarque, hein, tu vois, quand tu vois le carnage qu'il y a actuellement avec, je sais pas, 1 ou 2 divorces sur 3 mariages, évidemment, tout se fait actuellement sur ces critères-là. Donc effectivement, ces critères qui sont basés sur l'affectif et sur le fait qu'une personne te plaise, parce que physiquement, etc. Ouais. C'est pas des critères valables, ça. Non, c'est pas que ça soit exclu, cette attirance passionnelle. Elle arrivait chez des couples qui, eux, n'avaient pas commencé leur périple dans ces conditions-là. Ils ont été mariés par des affinités profondes et il s'est retrouvé qu'en même temps, par surcroît, il aurait été donné un amour passionnel à vivre aussi. Ça existe aussi, ça. Ça veut dire que l'amour est né progressivement. Oh, il est plus que progressif. Il est plus que le coup de foudre. Il est d'une profondeur telle que c'est à la vie et à la mort, véritablement, quoi qu'il arrive. Il faudrait lire, je peux signaler un livre d'Henri de Montfred qui s'appelle Abdi, l'homme à la main coupée. J'en ai déjà parlé d'Henri de Montfred. Oui. Voilà, alors Abdi, l'homme à la main coupée, là on trouve un couple africain, noir, qui ont justement une disposition d'une grandeur, d'une dimension exceptionnelle, et en même temps qui se sont retrouvés avec cet amour profond sur le plan terrestre. Et là, ça, quelle noblesse il y a dans tout ça. Et puis en même temps, tu vois le moment où la faiblesse assaille tout un chacun, et puis tu vois où ils arrivent quand même à sortir arriver jusqu'au bout de l'histoire avec une dimension, une beauté qui, c'est poignant, c'est vraiment, c'est du costaud, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ces amours de nains qu'on peut vivre actuellement dans cette société. Oh, là, c'est des trucs un petit peu, c'est un peu de la rigolade. Mais il y en a qui pleurent, hein, qui en lâchent des larmes. Il y en a des gens qui se suicident, qui gâchent, qui ont perdu tout dans leur existence. C'est-à-dire, ils ont perdu leur idéal, leur ci, leur là, bref. Il y en a plein, c'est plein de drames qui se jouent, de meurtres, de trucs autour de ces passions. Voilà, donc, la galère, elle est présente, hein. Elle est présente, puis c'est un petit peu l'apanage de la société actuelle, c'est-à-dire de cette fin de cycle aussi, tu comprends? Oui, quand tu vois, j'ai eu récemment entendu parler de quelque chose qui... Un fait divers. Comment? C'est un fait divers. Oui, c'est un fait divers, je ne sais pas de quand c'est au juste, je crois que c'était en 2007, sauf erreur. Une femme donc, qui se retrouve avec son fils unique qui se fait assassiner par son ex-mari. Ouh là là, tu vois, j'entends quand il faut passer par ce genre de truc. C'est du très lourd. C'est lourd, ça, c'est attention, là, il y a... C'est là où tu vois qu'on est dans... Là, tu te prends une castagne,
Ah ben là c'est méchant parce que simplement le fait pour une mère de perdre son enfant, je ne crois pas qu'il y ait une souffrance plus terrible que celle-là. Non. C'est pas possible. Que les choses qui se déroulent dans une époque comme la nôtre puissent prendre un caractère aussi dramatique en plus, par surcroît, c'est quand même le signe qu'on n'est pas en train de vivre le bonheur parfait sur Terre. De tout temps, il y a eu, à un moment donné, des drames qui se sont joués, quoi. C'est de tout temps, des mères ont perdu leur enfant, etc. Mais là, c'est qu'en plus, ça apparaît comme une injustice totale du début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle, à un moment donné, comment veux-tu expliquer à des personnages comme ça la grandeur de l'amour de Dieu? Il faut quand même savoir, à un moment donné, approcher ça d'une autre manière que par du moralisme, de la momerie et de la gentillesse, ou je sais pas quoi, je veux dire, de la gentillesse dans le sens péjoratif du terme. Hein. Il faut quand même quelque chose de cousu solide. Et la seule chose que je vois qui puisse être véritablement efficace pour des personnages qui passent par des tribulations pareilles, c'est un rayonnement. Et il n'y a qu'un saint qui peut, lui, alors donner un rayonnement. Quand quelqu'un comme ça se trouve à côté d'un saint, sa douleur s'estompe, voire disparaît pendant le temps qu'elle est à côté de ce personnage-là. Il y a eu ça, par exemple, dans le sud de l'Inde, il y avait un grand maître, où il y avait justement dans le village pas loin une femme qui avait passé par ces tribulations-là. Eh bien, que chaque fois qu'elle venait vers ce maître, elle oubliait tout ça, elle avait eu ça, après elle avait eu son mari qu'elle aimait, qui est mort, elle a eu un enfant adopté qui est mort aussi. Bref, ça a été quelque chose de dramatique, et chaque fois qu'elle approchait ce sage, elle se retrouvait dans la paix. Oui, mais va trouver un sage aujourd'hui pour... Oui, je comprends, mais je veux dire par là, ça veut dire que c'est un rayonnement d'amour. Donc, le fait de prier pour quelqu'un comme ça, on lui crée une protection. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, là, par exemple, à travers une messe qui serait faite en latin, d'apporter un peu d'amour, de mettre un peu d'amour sur tout ça, malgré tout? Ah ben, il est clair que je pense qu'il serait intéressant que quelqu'un se fasse une messe pour l'enfant, pour la mère, et même pour pour le père en question. Oui, parce qu'apparemment, ce sont des gens qui sont d'obédience, tu vois, chrétienne, quoi. Parce que là, si on regarde les choses par un bout qui est ce que l'on pourrait dire le destin, en somme, on voit que là, il y a trois personnages qui sont trois victimes, en quelque sorte. Ouais. Si on veut regarder ça d'un certain goût, c'est trois personnages qui vivent quelque chose de dur. Parce que c'est dur pour les uns comme pour les autres, là. Attention, pour dire que la prière a une efficacité redoutable devant un ennemi tel que des souffrances de cet ordre-là, quoi. Voilà. Ok, ben écoute, merci beaucoup pour tes réponses et puis à une prochaine. C'est toujours avec plaisir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.